Freezing cold in ancient 9 You're the cold maze, say one, freezing cold in ancient 9 All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné des sœurs Dashwood de la mémoire cinématographique. J'ai nommé Marcel Ratafia et Lou Bobin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Laura Piani. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, tu as été libraire à la Shakespeare & Company, bien connue des films romantiques dans le 5e. Tu es scénariste et tu viens de réaliser ton premier film qui est sorti le mercredi et qui s'appelle Jane Austen a gâché ma vie, où la fiction littéraire a un rôle important, on va dire. Est-ce que tu as encore le temps de voir des films ? Peut-être pas en ce moment. Oh si. C'est mon grand bonheur de voir des films. Et en fait, malheureusement, quand on présente son film dans des festivals ou en tournée, en général, on est un peu tout seul avec son film, on a peu de temps pour voir ceux des autres. Mais jeudi soir, j'ai vu le film de Guédiguian, qui sort mercredi. Qui la pivoleuse. Oui, d'accord. Et c'est un grand Guédiguian, ça m'a bouleversée. Voilà, c'est le dernier film que j'ai vu. Alors, sans plus attendre, on va laisser la parole à Marcel pour son tirage de portrait. C'est à vous, Marcel. On peut être discrète et ne pas en penser moins. C'est le cas de cette bobine, célibataire, endurcie et grande plume, qui au cours de sa courte existence signa 6 romans qui changeront la face de la littérature anglaise, puis du cinéma et même de la téloche, alors qu'elle n'avait même pas l'électricité. Adaptée à toutes les sauces du film de zombies au journal de Bridget Jones, elle a ouvert la voie à plein de copines, Louisa May, Daphné, Pamela, Marjorie et les autres. Et cette bobine, c'est Jane Austen. Alors vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Jane Austen, ça tombe bien, c'est dans le titre de ton film Laura, donc Jane Austen a gâché ma vie. Avant de parler donc de cette autrice célèbre du XVIIIe siècle, enfin du XIXe plutôt, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de ton film. Est-ce que ça te va ? Tu le connais par cœur, je suppose, mais c'est pour nos auditeurs bien sûr. That's Sense and Sensibility. Okay, thank you. My favorite. T'as un bouquin de Jane Austen à conseiller en toutes circonstances. Et toi, tu serais qui ? Anne Elliot, Tempest Rajon. Elle est consciencieusement passée à côté de son existence. La Jane Austen Residency m'invite à passer 2 semaines en Angleterre. Ils ont aimé les premiers chapitres de mon roman. Putain, t'as pas fait ça ? T'as besoin d'un petit coup de pied au cul, c'est très bien, non ? I'm Jane Austen's great nephew. Wow. I'm not really part of the fan club. I just think her work is a little overrated. Je suis avec l'arrière petit-neveu de Jane Austen. Il se la pète énormément. Méga balai dans le cul. Je suis pas français, vous savez. Voilà, c'est déjà la première gaffe que va faire l'héroïne, interprétée par Camille Rutherford, qui s'appelle Agathe. Donc Agathe est libraire, elle est autrice en devenir, un peu réservée, un peu sauvage, la tête dans les bouquins. Elle est aussi célibataire. C'est une grande lectrice, notamment de Jane Austen. Et grâce à un coup de pouce de son meilleur ami, elle va se retrouver dans une résidence en Angleterre, dans les lieux mêmes où Jane Austen a vécu. Et c'est là où elle va faire la rencontre, notamment de son arrière, alors il y en a plusieurs, petit-neveu Oliver. La question, parce qu'elle est dans le titre, est-ce que Jane Austen a gâché ta vie à toi ? Pourquoi avoir nommé ce titre, ce film comme ça ? Absolument pas. Non. Mais moi, j'aime les titres ironiques. J'aime les titres qui contiennent des questions à laquelle on ne répond pas forcément dans un film, d'ailleurs. Et donc, ce titre, c'était mon titre de travail. Je l'ai eu avant d'avoir l'histoire. Et ça m'a donné un ton, ça m'a donné une direction.
Et on s'est beaucoup foutu de ma gueule. On m'a dit souvent que c'était un exercice de diction, que c'était un jouable, quoi, qu'il fallait changer, qu'il fallait trouver un... Et la seule alternative que j'avais, c'était orteil et préjugés. Oh, pas mal. Et, C'est pas mal comme sous-titre. Pas beaucoup d'histoires de pieds finalement. et en fait, quand je disais ça aux gens, je voyais bien que c'était la consternation. Et donc, ça me permettait de garder ce titre de travail. D'accord, parce que c'est vrai que quand on lit un petit peu, Marcel a un petit peu parlé de ton parcours, tu as été libraire, donc à la Shakespeare et compagnie. Agathe, Institution du 5e. oui, que tu connais bien, Lou, non? Tu y vas souvent? J'y suis jamais allé, moi, mais ça a l'air très sympa. J'ai passé une tête quelquefois pour essayer de trouver des biographies d'acteurs américains en langue originale, mais il y a souvent la queue et un peu trop d'instagrammeuses maintenant pour moi. Ah mince. Ouais, mais Est-ce que tu n'as peut-être pas connu la période d'instagrammeuse? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la librairie? Parce qu'elle est très très particulière, l'histoire de cette librairie. Elle a été ouverte dans les années 50 par un Américain qui était un peu excentrique, qui a acheté un pas de porte d'une ancienne épicerie où il n'y avait pas d'électricité. Et dès son ouverture, donc on s'éclairait à la bougie, il a reçu quelques livres de stock de livres d'une libraire qui s'appelait Sylvia Beach, qui avait une librairie sur le carrefour de l'Odéon, qui lui a vraiment filé un coup de main. Et dès le début de l'histoire de cette librairie, quand on était un jeune poète ou un jeune auteur et qu'on n'avait pas d'argent, et qu'on rêvait de vivre à Paris, on pouvait dormir dans la librairie en échange de quelques heures de travail par semaine. Et moi, quand j'y ai travaillé, sa fille, la fille de George Whitman, le créateur, avait repris les rênes de la librairie et faisait perdurer cette tradition, et c'est toujours le cas. Donc moi, c'est au-delà d'une institution, d'un endroit où Kerouac, Ginsberg, enfin tout le monde est venu à un moment donné. Il y a quand même aussi un projet de société, une utopie, quelque chose qui me touche profondément, parce que quand j'y travaillais et que j'ouvrais la librairie, je réveillais des jeunes poètes. Et ça, c'est très beau et c'est très rare et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vrai que ça donne envie. Dans le film, on voit effectivement cette librairie, c'est magnifique à l'intérieur. Hein. Il y avait d'excellents maquis végétariens. Ah bon? Je le dis, oui, parce que je suis aussi journaliste culinaire. C'est vrai que ça a changé, effectivement, avec les Instagrammeuses. Oui, d'accord. On a choisi Jane Austen pour parler de ton film, c'était un prétexte, mais c'est aussi l'idée de dire qu'il nous semble qu'elle est très connue, et à la fois, est-ce qu'elle est tant que ça, à ton avis? Alors, il y a une vraie différence, je crois, entre le monde anglo-saxon et les autres pays. En Angleterre, elle est très connue, elle est étudiée à l'école, c'est un monument. En même temps, c'est une femme, elle n'a écrit que 6 romans, donc on a aussi toujours tendance, un peu partout dans le monde, à considérer que c'est un sous-genre de la littérature, qu'à côté de Dickens ou de Shakespeare, elle a écrit des historiettes pour divertir les femmes de son époque. Et puis, ça, ce sont les gens qui ne l'ont pas lu. Et puis, quand on la lit, on comprend que c'est très, très, très différent. Et toi, tu l'as lu très tôt? Moi, je l'ai lu adolescente parce que j'étais capable de lire n'importe quoi qui contenait une histoire d'amour, un baiser ou une scène de sexe. Et comment on tombe sur Jane Austen, un prof d'anglais qui fait découvrir de la littérature, ou vraiment par hasard? Ou la série de la BBC? Non, un grand-père qui me demandait depuis que j'ai 6 ans de lire un livre par semaine et de lui en parler. Donc en fait, et de puiser dans sa bibliothèque. Donc je pense que j'ai découvert Jane Austen dans la bibliothèque de mon grand-père. Et je l'ai lu donc à 14 ans et je l'ai redécouverte. Et je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont cette relation avec Jane Austen de redécouverte. C'est-à-dire que quand on la lit jeune, on peut passer à côté de plein de choses. On peut être très ému, on peut être émerveillé par la beauté des personnages et des histoires et des intrigues. Et quand on la redécouvre en général un peu plus tard, on comprend. Moi, j'ai été absolument traversée, bouleversée par son intelligence, par son humour, par son côté irrévérencieux, par les côtés politiques de son œuvre, par son côté féministe, par les grandes questions qu'elle a posées et qui perdurent 250 ans plus tard. Et c'est pour ça qu'en fait, on la lit et on l'adapte autant. Les questions qu'elle a posées sont toujours des questions d'actualité, la part de liberté qu'on doit préserver dans la vie d'une femme, la constance des sentiments, avoir des enfants et se marier. Est-ce que ça veut dire renoncer à se réaliser soi? Enfin, tout ça, c'est toujours des questions qui, à mon avis, nous interpellent. Mais on se demandait... Mais pourquoi gâcher... Pardon, mais pourquoi gâcher la vie, alors? En quoi elle gâcherait la vie de notre héroïne, Agathe? Alors, en fait, ce qui est absolument fascinant, c'est que pendant 250 ans, elle a façonné un idéal romantique, comme personne ne l'avait fait avant elle. Et donc, elle a, par exemple, à travers l'archétype de Mr. Darcy, établi des codes. Bon, d'abord, je pense qu'en fait, elle a créé la comédie romantique pour moi. C'est elle, la reine de la comédie romantique. Ça y est, c'est établi maintenant. C'est elle qui a, en fait, c'est une bonne qui a inventé la comédie. Pour moi, c'est elle. She owns it. Et donc, on lui doit tout. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'aime tant la comédie romantique, et je crois que c'est un genre qui
qui mérite d'être réexploré sans cesse, c'est qu'à travers le divertissement, on peut tendre avec ce genre-là un miroir sur une société tout entière. Parce que quand on parle d'amour, on parle de désir, on parle de sexualité, on parle d'injonction, on parle de féminité, on parle de liberté. Et c'est ce qu'elle a fait, la première. Après, ce qui est étonnant, et on se faisait la réflexion en préparant l'émission, elle est adaptée au cinéma en 1940, ce qui est quand même assez tard pour une auteure de cette époque-là. Enfin, je veux dire, qui de pas se faire adapter au début du parlant ou même du muet, alors que ça aurait pu être de grandes fresques. Donc les premiers films, c'était que des adaptations littéraires. Voilà, je trouve ça très étonnant qu'ils aient pas pioché là-dedans. Et entre l'adaptation des années 40 avec flûte Laurence Olivier, il va se passer Et Greer Garson, il était une star quand même anglaise à l'époque. À l'époque, à la MGM, il va se passer quasiment 40 ans avant qu'on réadapte, en tout cas au cinéma, son œuvre. Un peu plus, à vrai dire, parce que je vois la différence, par exemple, avec à peu près de la même époque, on va à la louche, Charlotte Brontë et Jane Eyre, qui, alors elle, c'est pas une comédie romantique, mais c'est une histoire romantique qui, elle aussi, a façonné, c'est-à-dire c'est une autre branche qui, elle, a été adaptée assez tard, mais qui revient plutôt dans les années 70. Là, je parle de la télé britannique, mais effectivement, on voit plein d'adaptations brontésiennes, on va dire. Et finalement, c'est dans les années 90 que ça va être la Austen Mania. Absolument. Alors la Austen Mania, je pense que c'est évidemment la BBC et les adaptations. C'est Colin Firth, c'est la fameuse chemise mouillée, qui est vraiment. Alors là, pour le coup, je crois pas que Jane Austen ait prévu le coup. De la chemise mouillée. C'est pas écrit dans la chemise mouillée. Je veux pas dire de bêtises, et mais les ça notes de m'étonnerait. À aucun moment on ne lit chemise mouillée. Wet skirt. Non, Wet shirt. Je crois même avoir lu dans une encyclopédie sur Jane Austen, qui est super, écrite par Claire Caïm, que la scène était prévue pour que Colin Firth soit nu. Il a pas voulu peut-être. Et en fait, soit il a pas voulu, soit ils ont pas pu, mais en tout cas, peut-être qu'il est complexé de ses tétons. Une contrainte. Oui, alors les Sœurs Brontë, tu disais effectivement, Jane Eyre, tu parlais des Sœurs Brontë. Les Hauts de Hurlevent. Je veux dire, ça, c'est les deux romans, mais on va parler presque de romances gothiques. Surtout à l'égard des Hauts de Hurlevent. En plus, dans le cas des Hauts de Hurlevent, ça finit pas très bien. Alors que Jane Austen, je pense que ce qui est apprécié aussi, c'est que c'est plutôt finalement des histoires qui en plus ne sont pas où on finit pas en larmes, enfin en tout cas pas de tristesse, mais c'est surtout que là tu as parlé de la série de la BBC, il y a aussi des adaptations prestigieuses, dont le fameux Raison et Sentiment c'est Angly. C'est Angly, tout à fait, avec Kate Winslet, Hugh avec Grant, Alan Rickman et Matt Thompson, énorme casting. Énorme film. Même l'Orgueil et Préjugés de Joe Wright, il y a un gros casting aussi. Et là, en fait, entre les deux, il y a la parodie, Helen Fielding, qui elle-même est journaliste et a commencé à écrire un peu de façon éditorialiste une fausse Elizabeth Bennet sans les sœurs d'ailleurs, de New Age et un peu accro à la vodka, qui va donner le journal de Bridget Jones et qui va ouvrir une autre voie qu'elle n'avait pas non plus prévue, qui est la voie de la parodie, ou en tout cas du pastiche, comme Coup de foudre à Bollywood et d'autres... Et Bridget Jones, dans lequel on a aussi une chemise mouillée, mais c'est pas Colin Firth cette fois-ci. C'est pas celle de Colin Firth. Non, c'est vrai. Mais il y a Hugh Grant, chacun sa chemise. C'est vrai que j'ai jamais pensé à la parodie. Avec Bridget Jones, vous avez raison. Il y a quelque chose de l'ordre de la parodie et en même temps, c'est le fil c'est entre l'hommage et la parodie. Ah oui. C'est ça qui est intéressant en fait. Le famage. Ouais, c'est ça. Mais en fait, est-ce qu'une parodie n'est pas toujours un hommage parfois ? Cette année, un seul film vous apportera toutes les surprises que la vie et l'amour vous réservent. L'air embaume les épices. Marianne et Éléonore, différentes comme seules peuvent l'être deux sœurs. Tiré du chef-d'œuvre éternel de Jane Austen, préparez-vous à perdre la tête et à reprendre vos esprits. Raison et sentiment. Ton film, c'est une comédie romantique, on est d'accord ? C'est une comédie romantique, absolument. J'ai essayé d'embrasser tous les codes du genre, tout en essayant aussi de me poser la question de ce que moi, en tant que spectatrice, aujourd'hui, en 2025, en 2024, j'avais besoin de voir au cinéma, c'est-à-dire l'optimisme, évidemment. J'avais besoin de littérature, de poésie. Et puis, j'avais aussi besoin d'une héroïne qui ne soit pas sauvée par l'amour, pour le coup.
C'est pour ça que, qu'en réfléchissant à ce personnage, je voulais qu'elle soit lestée d'un autre objectif que celui de l'amour, qu'elle ait vraiment envie d'écrire, qu'elle soit bloquée, parce que le blocage est un rouage de comédie extraordinaire. Enfin, toutes les limitations humaines, la comédie, c'est la limitation, c'est la honte, c'est le ratage, en fait. Donc ça m'intéressait beaucoup parce que je voulais qu'elle puisse d'abord puiser dans ses propres ressources au fil de ce chemin pour pouvoir écrire et ensuite reconnaître l'amour quand il se présente. Et je me demandais, parce qu'il y a on va y revenir, il y a des patterns très stricts quelque part de la comédie romantique qu'il faut avoir, qu'on peut détourner mais qui sont quand même toujours là. Et toi, par exemple, ton lieu de décor, c'est la résidence littéraire, qui est pas très connue en France parce que c'est pas quelque chose qu'on fait, on n'aime pas avoir les gens chez nous, mais en Angleterre, ils adorent ça. Et c'est aussi un décor d'un autre film qui rentre un peu dans la comédie romantique, qui est Tamara Drew, qui est adapté d'une BD de Posey Simmons, qui, elle, s'inspirait de Loin de la foule déchaînée avec le personnage assez badass de Bathsheba Everdeen, qui n'a pas été écrit par une femme, mais un portrait de femme intéressant. Alors, d'abord, je voue une adoration absolue pour Posey Simmons. Je pense que c'est extraordinaire femme. Ouais. C'est une génie. Donc j'ai adoré cette BD, j'ai aussi beaucoup aimé le film et l'adaptation, je trouve très réussi pour le coup. Génial. Et en fait, la résidence d'écriture, pour être très honnête, c'était surtout parce que au cœur de mon film, il y avait cette réflexion que j'essayais cette réflexion et cette envie de comédie sur l'écriture, l'idée de démystifier l'acte créateur, la plume, l'encrier, l'inspiration, et parce que moi, en tant que scénariste, j'étais régulièrement confrontée à cette espèce de cauchemar absolu, de vertige, d'être confronté à sa propre médiocrité à chaque fois qu'on se met à écrire et ne pas abandonner, et de recommencer, de travailler. Donc j'avais envie d'écrire là-dessus. Et en fait, j'étais souvent entourée de gens qui me parlaient du fait qu'ils avaient aussi, ils portaient aussi une grande idée de scénario ou de roman, mais que simplement ils n'avaient pas le temps d'écrire ou ils n'avaient pas les bonnes conditions pour écrire. Enfin voilà, Et au bout d'un moment, j'étais exaspérée par ces histoires-là parce qu'en fait c'est faux. C'est pas les bonnes prétextes. C'est des prétextes. Ouais, bien sûr. Et j'ai beaucoup de tendresse par ailleurs pour tous ces prétextes. J'en invente moi-même aussi beaucoup. Mais c'est vrai que la résidence d'écriture, c'est un cauchemar pour les écrivains puisque toutes les conditions sont réunies. Enfin. Oui, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. On est obligé de se confronter à son désir et à son impossibilité, à ses empêchements, à ses blocages, et voilà, à cette histoire de médiocrité, c'est-à-dire de mauvais premiers jets, en fait, de espèce de mélasse qui sort comme ça et dont il faut faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi dans le fait que chez Jane Austen, quand on regarde les comédies romantiques avec la société qui regarde un peu plus ces films justement de comédies romantiques, qui sont aujourd'hui des fois jugés un petit peu sexistes ou rétrogrades, Jane Austen, est-ce que c'est un peu ça aussi ? Il n'y a pas un paradoxe ? Parce que finalement, dans ses livres, c'est aussi des femmes qui n'existent que avec un prince charmant qui arrive. Finalement, elles s'épanouissent ou elles ne s'en sortent qu'en épousant un prince charmant riche. Est-ce que ça perpétue pas un petit peu ce patriarcat finalement ? Alors non, je suis en désaccord absolu avec ce que moi vous aussi. dites. Ah ben non, mais je crois que c'est le contraire en fait. Les héroïnes de Jane Austen, elles se posent la question de leur survie d'abord. Dans un monde où, à l'époque en tout cas, pour survivre, il faut se marier. Oui, parce que c'est très particulier ce On contexte n'a pas tellement anglais. le choix. On n'a pas le choix. Et il n'y a pas d'espace pour les femmes dans la société. Il n'y a pas d'espace à l'intérieur même des maisons. Puis même si elles se cultivent et qu'elles peuvent avoir un talent, il faut qu'elles le répriment parce que ça ne se fait pas de montrer son talent. Parce qu'en fait, une femme ne gagne pas d'argent. Et en fait, ce qui est hyper beau, c'est que, évidemment, derrière, il y a une femme qui a écrit et qui a signé By a Lady pendant un certain nombre de romans et puis qui a ensuite signé de son propre nom et qui a gagné sa vie. Et qui voulait gagner sa vie, qui l'a dit. Et qui a refusé de se marier. Alors, il y a plein d'histoires autour de ça, mais moi, ce qui m'a le plus émue dans tout ce qui concerne la vie de Jane Austen, c'est le fait qu'il y a 250 ans, cette femme, elle s'est dit que si elle se mariait, elle allait passer sa vie à s'occuper des autres, et elle allait arrêter d'écrire. Elle le savait. Et elle est morte à 41 ans. Son dernier roman Persuasion, moi, qui est celui que je préfère parce qu'il y a une gravité, elle a conscience qu'elle va mourir quand elle un sens du sacrifice aussi qu'elle met en scène, qui n'est pas là avant les autres romans. C'est vrai. Ouais. Et puis cette question qu'elle pose, et je crois, en tout cas, pour moi, c'est la première à poser cette question, c'est-à-dire, c'est quoi la date de péremption de la vie d'une femme? Exactement. Et ça, c'est passionnant parce que c'est jamais. Elle parle pas de filles qui ont 16 ans, jamais. Non. Ça l'intéresse pas. Et
Et d'ailleurs, elle parle à chaque fois en montrant plusieurs exemples de femmes sans forcément les opposer. Absolument. De la vieille femme qui doit tenir son rang, comme Lady de Burgh. Finalement, quelque part, on pourrait comprendre ses raisons, même si elle est parfaitement odieuse. On pourrait comprendre aussi que si elle a une main de fer, c'est parce que c'est la seule qui a vraiment du pouvoir et qui tient. Lady de Burgh, c'est dans Orgueil et Préjugés. Dans Orgueil et Préjugés, d'accord. Et puis, toutes les héroïnes de Jane Austen, il me semble, sont aimées pour leur qualité intellectuelle. Oui. Quand même. Ah ben c'est jamais tellement physique. Et d'ailleurs même et ça qui est si beau aussi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au physique de Jane Austen, par exemple, à quoi elle ressemblait, donc à quoi pouvaient ressembler ces héroïnes. On s'en fout complètement. Moi personnellement, c'est une question qui m'a jamais traversée. Mais en revanche, elle ne décrit jamais. Elle décrit les autres femmes qui brillent dans les bals, mais on a très très peu de description directe de ces personnages féminins. Ces héroïnes ne brillent pas par leur beauté, elles brillent par autre chose. Et ça fait quand même un bien fou. Ouais, parce que à la fois, on sait quand même d'Orgueil et Préjugés que la grande sœur est un modèle de beauté et de vertu. Mais l'autre, on ne sait pas trop. Mais l'autre, on ne sait pas trop. A priori, elle n'est pas si bien, puisque Darcy la rejette justement pour son, a priori pour son physique. Il est assez antipathique. Hein. Oui, mais moi, je préfère les gentils. Il a des doutes. D'ailleurs, est-ce que on parle d'Austen et de cinéma, donc dans les adaptations de Jane, alors on dit Austen, c'est enfin la réponse. On dit Austen. On dit Austin Power et Jane Austen. Ok, d'accord. Oui, mais tu vois, c'est fin. Dans cette adaptation, est-ce que pour toi, quelle est la meilleure qui rend le plus hommage à l'autrice d'origine, parce que peut-être que des fois elles ont été mal adaptées, ces romans ont peut-être été mal adaptés, ou justement on a favorisé une belle héroïne comme Keira Knightley, alors que finalement c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'il y a une bonne adaptation pour toi de Jane Austen ? Je crois que le film d'Ang Lee pour moi est Raison et sentiment, c'est ça ? Est un chef-d'œuvre absolu. D'accord. Je crois que c'est à tous les niveaux en fait. D'abord parce qu'il y a une troupe de comédiens qui font partie des plus grands comédiens de l'histoire du cinéma anglais, et il y a une ironie en fait. Il a réussi, je trouve, ce qui est peut-être un peu moins le cas dans d'autres adaptations que j'ai par ailleurs beaucoup aimées, qui ont plein de qualités. Mais Jane Austen, c'est l'humour. Enfin, je veux dire, l'humour est très important, et je trouve que Jennifer Hill, mise en scène dans la série de la BBC, est extrêmement caustique. C'est vrai. Et elle le tient, enfin je veux dire, et c'est une très très belle actrice. Enfin je veux dire, évidemment, je pense que la BBC s'est pas dit on va mettre un boudin et ça va marcher. Néanmoins, c'est effectivement pas ça. Le point de vue du personnage central est pas purement, mais intellectuel. Ouais. Et ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que quand on imagine quand même la littérature du XVIIIe siècle, qui a été beaucoup adaptée aussi dans les années 80-90 avec Valmont, Les Liaisons dangereuses, beaucoup de taffetas, de perruques. De poudre. Et finalement, pas beaucoup de femmes qui parlent à la place de femmes qui ont écrit. Puisque finalement, ces femmes-là ont écrit des romans qui ne sont pas très connus. Je parle en France, par exemple. Après, c'est un peu aussi le côté auto-centré français. Je veux dire, chez nous, on a quand même adapté Colette assez tôt, mais il y a une mauvaise connaissance des auteurs britanniques. Hein. Je dois dire que moi, j'avais toutes les options d'anglais quand j'étais au lycée, donc ça me permet de situer. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs britanniques qui sont juste des bribes de cours, tandis que si on dit Colette, les gens situent peut-être plus facilement, peut-être que ça a été des plus gros cartons. Dans le cinéma classique, les adaptations de Gigi, que ce soit celle de Jacqueline Audry ou celle après de Vincente Minnelli en 58, qui est une comédie musicale, je veux dire, on situe quand même, ou les adaptations d'Agatha Christie, mais il y a un côté peut-être plus rigolo, plus accessible que l'œuvre de Jane Austen, qui a peut-être été mal expliquée, mal transmise dans la culture française. Ou en tout cas, sans parler de culture française forcément, mais mondiale, hollywoodienne, je dirais que dans les années 30 et 40, certainement à Hollywood, il y a eu beaucoup de films, d'époque notamment, avec des portraits de femmes très bien écrits, souvent par des femmes. Et il y en a un en particulier qui a été un carton et qui reste le modèle du genre, qui est quand même Autant n'emporte le vent, Scarlett O'Hara. Pas vraiment comédie romantique. Pas comédie romantique, mais grande, enfin, une héroïne
une anti-héroïne. Oui. En fait. Et le livre est incroyable. Je le dis parce que je l'ai lu récemment. C'est gênant parce qu'effectivement. Ah non, c'est pas gênant, c'est extraordinaire. Non, mais il y a un petit peu de racisme. Politiquement. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est à la mode en ce moment, donc pas de problème. Non, mais le livre est vraiment extraordinaire. Et la suite, est-ce que vous avez lu la suite? Parce que moi, je suis tellement dingue. Il y a une suite. Ah bon? Comment il s'appelle? Écrite par quelqu'un qui a été validé par les. Il faut lire la les suite. héritiers. Parce qu'enfin, la frustration cesse. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'on ne sait pas. Je ne dirai rien. Je ne dis rien. Je t'ai dit comme le port salut. 3h40 m'en suffit. Oh, come on. Non, c'est pas si mal. Non, mais alors, juste pour noter, Raison et Sentiment, on a dit c'est quand même un film de Ang Lee, mais il faut noter aussi que c'est quand même un scénario de Emma Thompson. Parce qu'on l'oublie, mais Emma Thompson est aussi une scénariste. Et c'est quand même elle qui a adapté. Donc c'est peut-être pas un hasard aussi si ce film est aussi réussi. Est-ce que justement, tu as été aussi influencé par d'autres comédies romantiques? Est-ce qu'il y a des noms pour ton film donc, est-ce qu'il y a des noms qui viennent comme ça, particulièrement alors, soit dans la vie, soit pour ton film, qui t'ont inspiré? Bien sûr. En fait, ce qui est beau quand on fait un film de genre, comme la comédie romantique, c'est qu'on s'inscrit dans une filiation. Et donc, en fait, c'est complètement libérateur aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire, j'ai jamais eu la velléité de réinventer, de renouveler le genre, de réinventer l'histoire du cinéma. Au contraire, en fait, je suis la somme de tous ces films-là et j'ai essayé d'apporter une petite pierre, moi. Donc, évidemment, le premier film, je crois, qui me vient, c'est The Shop Around the Corner. Et c'est Lubitsch. Et c'est en fait parce que mon désir de comédie romantique, il est né dans la librairie où j'ai travaillé. Et encore une histoire de librairie, c'est vrai. Alors voilà, c'était un magasin. Je crois que c'est un magasin de chapeaux. C'est un magasin de maroquinerie. Oui, c'est vrai, pardon. Une petite boîte agaçante. Mais c'est un magasin extra. C'est une scène de théâtre. Donc c'est vraiment ma référence absolue aussi en tant que cinéphile. C'est le chat et la souris. C'est exceptionnel, quoi. Enfin, et c'est épistolaire. Et c'est épistolaire. Et c'est le quiproquo. Et c'est ce qu'on aime dans la comédie romantique, c'est-à-dire l'antagonisme, la tension. Ils se supportent pas. Et puis l'ironie dramatique, parce que nous, on sait un peu en avance que c'est lui et que c'est elle. Enfin, le spectateur est. Il y a un petit plaisir coupable à savoir déjà ce qui va se passer. Donc il y a ça, il y a The Shop Around the Corner, il y a les films, l'âge d'or de la comédie romantique anglaise, évidemment. De Coup de foudre à Notting Hill à 4 mariages et un enterrement, enfin plutôt dans l'autre sens. Qui est quand même le panthéon. Le panthéon, ouais. Le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre absolu de la comédie romantique. Les meilleures comédies romantiques sont anglaises et dans les années 90. Non, Richard Curtis. Non. Ah, pardon, oh là là. Non. Les années 30, s'il vous plaît, n'oubliez pas les années 30. Mais c'est pas pareil, c'est la screwball. Non, mais c'est la screwball comédie. Non, screwball comédie. Il y a quand même pas mal de comédies romantiques. Moi, je suis désolée, My Favorite Wife. Moi, je pense à ça par rapport au triangle amoureux. C'est une comédie de remariage. Ils se connaissent déjà. Là, c'est la comédie de la rencontre. Non, mais parce que c'est intéressant. Ils se connaissent quand même. Moi, je trouve qu'il y a. Bon, maintenant, ils se rencontrent. Ils se rencontrent. Je trouve qu'il y a. Ils se retrouvent. Mais on ne parle pas assez, effectivement. En fait, non, on est embêté à chaque fois parce que les gens ne connaissent pas ces films-là qui sont des merveilles absolues. Et on pense à La 8e femme de Barbe Bleue. Mon épouse favorite. Enfin, de toute façon, partout il y a Cary Grant. Il y a Bring It On Baby. Enfin, oui. Là, il y a de la rencontre aussi. C'est ça qui me. Mais c'est pas tout à fait la thématique. Ou même New York Miami, c'est vraiment la première pierre. Ça, c'est de la rom-com, oui. Ça, c'est le rom-com. Des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'après, bon, moi, je casse les pieds parce que les années 90 me décollent la rétine au niveau de la photo. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à redécouvrir. Et tous ces gens viennent quand même des années 30. Et je trouve que, les premières moitiés 30. Et si on parle de Lubitsch, je citerai un autre film qui est un peu moins connu, qui moi, est mon histoire d'amour fétiche chez Lubitsch, c'est La folle ingénue, Clooney Brown, et roman absolument délicieux, écrit par Marjorie Sharp, qui a aussi écrit Les aventures de Bernard. Oh, de Bernard Bianca. Quelle femme. Oh, la boucle est bouclée. Qui est une comédie romantique. Non, c'est avec des petites souris, une concierge et une journaliste hongroise. Ton film n'est pas destiné qu'aux femmes. C'est vrai qu'on dit souvent que les comédies romantiques sont pour un public féminin. C'est une erreur. Oui, mais je crois que c'est parce qu'on a souvent dit aussi que les histoires d'amour en littérature étaient pour les filles. Étaient pour les lectrices. Mais au contraire, là, moi, je suis très émue. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent me voir à la sortie du film ou qui m'ont écrit des messages. En fait, le romantisme appartient à tout le monde. Au contraire, et plus que jamais, j'ai l'impression. Enfin aussi, on vit une période où peut-être que les hommes ont la possibilité de dire plus tranquillement
qu'ils aiment le romantisme et les comédies romantiques. En tout cas, moi, j'ai un fils de 12 ans qui a vu toutes les comédies romantiques possibles et imaginables avec moi. Il a été forcé, forcé, et il a aimé. Et je me dis qu'en fait, on peut quand même sauver le monde, à mon avis, si on montre des comédies romantiques depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui aux petits garçons de 6e. Mais d'ailleurs, dans le film, le neveu, arrière-neveu, dit que ça n'intéresse pas trop, lui, tout ça. Enfin, en tout cas, Jane Austen, sa tante, il a même pas lu. Et elle a dit, mais justement, c'est elle qui a, pour la première fois, on avait un point de vue féminin, enfin d'une femme. C'était pas les hommes qui écrivaient où il y avait que soit la méchante, soit la gentille femme. C'était pour la première fois, elle avait quelque chose, elle caractérisait au moins un point de vue féminin. C'est ça qui est la différence, peut-être, la révolution. Et l'humour, je crois. Et l'humour. C'est-à-dire qu'il y avait des points de vue féminins. Est-ce que c'est anglais, ça, peut-être, oui. Peut-être le côté anglais qui était... Oui, c'est l'humour noir, c'est le cynisme, c'est l'ironie. Mais ça, c'est quand même une arme redoutable. En fait, c'est l'humour et c'est l'esprit. Elle a écrit des histoires avec des femmes qui avaient de l'esprit et qui s'en sortaient par leur esprit acéré et leur réparti. Et ça, c'est ça qui est révolutionnaire, je trouve. Et en fait, d'ailleurs, on voit dans la deuxième partie du 19e siècle des femmes commencer à écrire, et notamment Louisa May Alcott, avec les 4 filles du Dr. Match, va initier un autre genre que j'appellerais presque le film de sœurs, parce qu'il y a de la comédie romantique là-dedans. C'est pas très drôle, mais c'est confortable, c'est mignon, c'est cette sororité qui fait du bien, etc. Est-ce que tu vois la différence à la fois entre les sœurs Bennett et les sœurs March? Absolument. C'est joli cette classification de films de sœurs. Oui, je pensais à Meet Me Missouri, par exemple. Absolument. Il y a bien sûr qu'il y a une différence. Moi, je peux juste vous dire, en ce qui me concerne, que par exemple pour l'écriture de mon scénario, il n'y avait pas de sœurs au début. Et puis je suis allée me documenter en Angleterre. Je suis allée dans tous les endroits où Jane Austen avait vécu, etc. Et le dernier endroit où je suis allée s'appelle Chawton. C'est là où elle est morte, en fait, parce que son frère avait hérité d'un grand manoir qui appartenait à des cousins lointains. Et avec sa mère et sa sœur, elles avaient un petit cottage. Elles pouvaient vivre là. Et en fait, j'ai visité le cottage et j'ai vu qu'en fait, il y avait un lit dans sa chambre dans lequel elle a dormi avec sa sœur jusqu'à sa mort. Ah ouais. Et ça m'a bouleversée. En fait, ce lit à baldaquin dans lequel elles ont dormi toutes les deux, elles avaient 3 ans de différence, je crois. Sa sœur s'est pas mariée non plus, elle peignait. Et donc voilà, il y a le lit, il y a l'endroit où elle écrit. Ça m'a bouleversée. Il y a un truc je me suis dit que j'avais envie qu'il y ait une sœur. Et que j'avais envie qu'il y ait une sœur qui vive au même endroit qu'elle et de raconter cette famille-là, cette forme de famille-là qui devrait s'arrêter à l'âge adulte et qui perdure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà. Cette sœur qui, elle, a un enfant d'ailleurs. Absolument. D'ailleurs, sa sœur, donc Agathe, l'héroïne, n'a pas besoin d'enfant aussi parce qu'elle se dit qu'elle a déjà un enfant dans sa vie, celui de sa sœur. Absolument. C'est vrai. Et ça, c'est aussi un truc qui... Voilà, l'air de rien que j'avais envie de placer. Pas de besoin manière, de... Oui. Comment on fait famille en 2024 ouais. Comment on peut aimer des enfants qui ne sont pas les nôtres et transmettre sans être mère nécessairement. Alors en ce qui concerne mon personnage, c'est vraiment le deuil qui sous-tend le film. C'est l'impossibilité d'aller au bout de ce deuil. Mais c'est aussi comment la littérature est à la fois un refuge et une prison. C'est-à-dire que, et je crois que ça peut toucher beaucoup de gens. Enfin, c'est-à-dire que la réalité, est-ce que la réalité peut être à la hauteur de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a vu au cinéma? Est-ce qu'on n'est pas fatalement destiné à être déçu par la réalité des histoires d'amour quand on en a lu beaucoup? C'est ce qu'on reproche à ton héroïne, effectivement. Est-ce qu'on peut... Forcément, on est forcément déçu. Dans les livres, c'est vachement bien. D'ailleurs, si on veut pas spoiler, c'est que là, t'as confondu à la fois sidekick et love interest. Il n'est pas méchant comme Wickham, par exemple. Il est plutôt très sympa, ce meilleur copain. Et il est à la fois confident et en même temps, il est... il a une chair. Ouais, absolument. Si j'ose dire. Absolument. En fait, dans la comédie romantique, il y a quand même la figure du confident, de la confidente en général, qui est souvent d'ailleurs une sœur. Et là, moi, justement, j'avais envie de jouer avec ces codes-là, c'est-à-dire que la meilleure amie, c'est un meilleur ami avec qui potentiellement elle peut coucher. Qui n'est pas homosexuel, parce que dans les dernières comédies romantiques qu'on a vues, il y avait cette comédie romantique qui s'appelait d'ailleurs Isn't It Romantic, où je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, était propulsée dans une vraie comédie romantique, dans une sorte de cauchemar, rêve,
où elle disait à un moment, putain, même l'ami homosexuel, je l'ai, quoi. Et c'est vrai que ça change. C'est que l'homme, c'est soit le confident c'était une femme ou un homme homosexuel, et j'aime bien la dimension. Parce que ça devait être réalisé par un homme et une amitié homme-femme, ça n'existe pas, je pense. Oui, je pense que ça doit être pour ça à la base. Impossible. Forcément, mais un homosexuel. Mais donc toi, tu as tourné dans la vraie maison de Jane Austen ? Absolument pas. C'est pas du tout. C'est J'ai une écrit un petit hybridation. peu. Tant mieux, vous me faites très plaisir. Mais non, c'est justement, je voulais être libre. C'est dans le Vexin, ouais. Ah bah ça donne envie, non ? Et donc t'as quand même été pour tes recherches dans les lieux où elle a été. Donc, je voulais être libre justement, de pouvoir recréer ce que je voulais, et donc de pas être attachée à la reproduction d'un endroit qui existait vraiment. Et donc c'est la résidence rêvée, voilà, dont je rêve moi. D'accord, donc c'est et on a le frère de Serge. Serge Austen, il y a un jeu de mots. Serge Lama. Ah oui, aïe, oui, d'accord. Je suis désolée, mais le troisième l'homme non, mais parce que en fait sur l'affiche on voit pas très bien, et quand on voit le film, effectivement, deux lamas ont une apparition un petit peu rocambolesque. Oui, absurde, burlesque. Alors oui, mais pour être vraiment très très honnête avec vous, ça m'est arrivé en fait, c'est-à-dire que autour de Chawton, autour de ce fameux cottage et ce manoir, il y a une forêt. Je me suis perdue évidemment, et enfin, je crois que c'est vraiment c'est un petit bois, mais je me suis vraiment perdue et je me suis retrouvée face à un champ de lama alpaga. Et je savais pas moi qu'il y avait des lamas alpaga en Angleterre, et du coup j'ai écrit ça dans mon scénario. Et comme c'était un premier film d'auteur, on m'a dit que j'aurais 2 lamas et non pas un champ de lamas. Trop cher. Voilà, il faut voir le film pour comprendre que ces lamas en plus étaient nains sur le tournage. Oh, des tout petits. Ils sont très très mignons, effectivement. Effectivement, il y a un peu un retour en force de toutes ces comédies, notamment grâce à Netflix. Et tu l'avais dit, Marcel, aujourd'hui, il y a les chroniques de Bridgerton qui cartonnent sur Netflix. Est-ce que tu as vu ça ? Est-ce que ça t'accable un peu cette réactualisation des comédies romantiques un peu de l'Angleterre des années... qui creuse la veine épistolaire, mais surtout de l'époque géorgienne. Et qui est très moderne, du coup, là, pour le coup. Est-ce que ça te plaît, ça ? Alors, c'est vraiment pas du tout ma came, mais je crois qu'il y a beaucoup de qualité. Ouais. Et de bonnes nouvelles en fait derrière tout ça. C'est pas du tout ma came, parce qu'en fait je trouve que malheureusement justement on a totalement déserté le champ du cinéma d'auteur avec la comédie romantique pour en faire des produits marketing très très formatés, avec des gens beaux, riches, des plans de travail en tech, des gros verres à vin, bref, pour moi c'est tapisseries des gobelets Starbucks voilà. Oubliés. Il y a un truc industrialisé qui est un peu triste. On en a fait des produits, quoi. En revanche, Bridgerton, que j'ai vu un peu, pas tout, mais ce que j'ai vu, c'est quand même que pour la première fois dans des films historiques, on a enfin une représentation de personnages qui sont pas tous blancs. Ouais. Ça a tout changé, je trouve. Ça a tout changé, et c'est par là qu'on va tout changer. Donc en fait, voilà, c'est pas ma came, parce que c'est du soap pur. Pour moi, c'est pas de la comédie romantique, c'est vraiment du soap. Donc c'est un peu et puis épuisant. On parle de télé, hein. Enfin je veux dire, ça n'a pas vocation d'être du cinéma. Non. C'est feuilletonesque, etc. Mais ceci dit, la BBC a beaucoup creusé ce filon-là, parce que c'est vrai que souvent c'était des romans à rallonge. Et il y a eu quand même toute une veine, c'est-à-dire que la BBC, ils ont exploré tous les grands romans. Pour le coup, pas comme Bridgerton qui est une création, mais par exemple Howard's End, qui a été adapté au cinéma et en série, par exemple Chambre avec vue, et beaucoup de films de James Ivory, tout Ivory, on va dire, Long la foule déchaînée dont on parlait, et l'œuvre de Thomas Hardy. Beaucoup d'auteurs finalement qui ont creusé la figure féminine, Henry James, Stephen Zweig, etc., à une époque donnée, et de manière parfois très subversive. Je pense à Chambre avec vue et Foster, qui était un pacifiste féministe proche de Virginia Woolf, et absolument passionnant dans sa manière de décrire, sans marteler un message, un portrait de femme qui ressemble à aucun autre. Je suis contente que vous parliez de ça, parce que ma grande référence, moi, pour mon film, c'est Retour à Howard's End. Sur le plan pictural, pour le coup, et sur la façon dont sur ce qu'il raconte du deuil, de la mélancolie, de la perte d'une maison. Voilà. Pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Chambre avec vue aussi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est aussi des anti-héroïnes. Hein. C'est des femmes qu'on ne comprend pas tout le temps. Il y a une opacité incroyable dans ces personnages. Elles sont, Helena Bonham Carter,
dans Chambre avec vue, on la perd, on la retrouve. Il y a des trucs d'identification très complexes. Elle se ment. Elle nous ment. C'est très. Il y a difficile. beaucoup de comédie, c'est très drôle. Ouais. Il y a des personnages, ce que j'adore, parce que je l'ai revu, il est passé récemment sur Arte. Et ce qui est incroyable, c'est que Maggie Smith et Judi Dench, qui sont deux quand même monuments du cinéma anglais, s'amusent comme des petites folles dans des rôles très antagonistes, très, très drôles. Denholm Elliott, Daniel Day-Lewis, Jason. Enfin, il y a du bon n'en encore, jetez plus, ouais. n'en jetez plus. Nous n'avons aucune vue. Moi, si. J'ai vu sur le fleuve et Georges aussi. Je vous offre nos 2 chambres. Nous prendrons les vôtres, un simple échange. Malheureusement, leur tourne, on va être obligé un petit peu d'arriver à la fin de l'émission. Oui. Laura, je rappelle juste que dans ton film, on les a à peine évoqués, mais on va parler un peu de la distribution. Camille Rutherford, qui joue Agathe. Rutherford. Rutherford, décidément, moi l'accent, c'est pas terrible. Palmopoli, qui joue donc son meilleur ami, qui n'est pas homosexuel. Et Charlie Hanson, qui joue l'anglais. Antipathique. Un petit côté Hugh Grant. Un petit côté Hugh Grant, c'est vrai. Un gros côté Hugh Grant. Mais pas de chemise mouillée. Hein, ça, et y a pas ça. Avec plus de tendresse, plus de fragilité que Hugh Grant. Hugh Grant, quand je revoyais dernièrement Bridget Jones, et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, il y a le choix entre Hugh Grant et Colin Firth. Et je vois Hugh Grant, les premières images, je fais Hugh Grant. Et puis au bout d'une bonne vingtaine de minutes, je dis non, c'est fini entre nous. Oui, trop méchant. Il t'a déçu. Moi, il m'a Grant déçu, est trop vraiment méchant. méchant et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais c'est vrai qu'il y a une tendresse peut-être dans l'autre personnage. Donc on rappelle, le film s'appelle donc Jane Austen a gâché ma vie. Il est toujours en salle et il y aura une suite avec un autre auteur ou quelqu'un d'autre a gâché ta vie ou pas? Ah oui, je pourrais faire une espèce de variation de tous les auteurs. Non. Je suis en train d'écrire le prochain film, ça c'est sûr. Et ça s'appellera pas comme ça. Mais avec la même productrice, Gabrielle Dumont, ça c'est sûr. Génial. Et avec la même monteuse, enfin la même équipe, parce que je suis entourée de merveilleuses collaboratrices. Et ce sera aussi une rom-com ou peut-être un autre genre? Si. Ça mais sera bien l'histoire sûr, d'amour, parce qu'il y a que ça il nous qui en m'intéresse. faut. Il y en a des nuls qui sortent tous les jours. Elles sont pourries. Non, c'est vrai. Non, la dernière tentative, quand même, on peut le dire, de Screwball Comedy, So Called, avec Glenn Powell et Sydney Sweeney, qui sont deux super acteurs, était d'une vulgarité rare. Et c'était adapté de Shakespeare. Oui, c'était l'été dernier. Vraiment. Oui, ça avait l'air nul, ouais, c'est vrai. Je sais plus le titre. Donc, j'avais les pop-corn et tout. Renseignez-vous un petit peu sur Internet, faites un effort. Merci beaucoup. Donc, on rappelle, Jane Austen a gâché ma vie. Enfin, pas moi, mais en tout cas la vie d'Agathe. C'est donc dans toutes les bonnes salles de cinéma, bientôt en VOD également. Enfin, vous aurez tout le temps. Non, le plus longtemps possible au cinéma. Déjà, aller au cinéma, c'est important, ouais. effectivement. Mais en tout cas, si jamais vous écoutez cette émission dans 4 ans, vous pourrez le retrouver en VOD ou sur une plateforme. On pense à l'avenir, finalement. Dans les exactement. Merci beaucoup, Laura Piani. Merci d'être venue. Merci à vous, mesdemoiselles. Merci. Et puis, n'hésitez pas, comme toujours. Comme toujours, on est disponible partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, YouTube, Deezer. Marcel, peut-être un dernier. Et on a un compte Instagram. Sur MySpace, je crois que toi, t'es sur MySpace. Oui, c'est vrai, t'es encore sur MySpace. Et je tiens à dire qu'il y a une magnifique musique de Peter Van Paul qui a été... est-ce qu'elle est audible Elle va l'être. Voilà, bientôt. C'est vrai qu'elle est très... c'est vrai, sympa, on l'a entendu un petit peu dans la bande-annonce tout à l'heure. Donc, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Au revoir. Oh, something.